Urgence pompier, j'écoute. Oui, il y a le feu, vite. Vous voyez quelque chose? Ah oui, ça brûle, ça, les flammes sortent de la fenêtre. Et c'est quoi comme immeuble? Combien d'étages? Ah bah il y a 8 étages. D'accord, il y a du monde dedans? Oui, il y a du monde, il y a plein de monde. Hein. Je sais pas, hein. Mes collègues sont en route, je vous dis. Hein. Oui. Les pompiers arrivent. L'alerte est déclenchée. En quelques secondes, l'opérateur a estimé la gravité de la situation. Au bout du fil, un habitant de Saint-Maurice en banlieue parisienne. C'est lui qui a composé le 18. Un incendie vient de se déclarer dans son immeuble. Le premier camion est lancé à toute allure. En 5 minutes, il sera sur les lieux. Nous sommes au milieu de la nuit. Il est 3 heures du matin. Le feu est en train de ravager cette résidence. Une douzaine d'appartements sont touchés. Plusieurs équipes de pompiers combattent les flammes. 258 hommes sont mobilisés et 71 camions venant de 30 casernes. Difficulté à aller au 3e étage, est-ce que vous avez reconnu ? Le plan rouge a été déclenché car les pompiers redoutent de nombreuses victimes. Ils craignent le pire car les habitants ont été piégés en plein sommeil. Si les flammes sont dangereuses, les pompiers se méfient tout autant de cette épaisse fumée noire dégagée par le feu. Elle peut provoquer une intoxication, voire une asphyxie mortelle. « 300 personnes habitent la résidence. Une centaine sont évacuées. Ok, donnez-lui un coup de main là. Oh. Allez, on donne un coup de main. Les pompiers vont mettre 2 heures à maîtriser le feu. Il est parti du rez-de-chaussée et s'est propagé dans les 6 étages de l'immeuble. 3 heures après le début de l'incendie, l'intérieur de l'immeuble est dévasté. Par mesure de sécurité, l'électricité a été coupée. Les fumées persistent, suffocantes. C'est parti de cet appartement-là. Et par rapport à la violence de l'incendie, on voit ce que ça peut donner dans un appartement. Dans cet appartement détruit, où l'on ne reconnaît même plus les pièces, vivait une femme de 85 ans et son fils de 48 ans. Ils ont réussi à échapper aux flammes. Les pompiers sont en train d'évacuer le fils en urgence vers un hôpital. Jean-Pierre est grièvement brûlé aux mains et au visage. Les pompiers ont réquisitionné cet atelier municipal pour installer leur poste de secours. C'est ici que la mère de Jean-Pierre a été transportée. Placée sous assistance respiratoire à cause de l'inhalation des fumées, elle est en état de choc et elle s'inquiète pour son fils. Si elle est vivante, c'est grâce à lui. Il l'a aidée à sortir du brasier. Des incendies comme celui-ci, il s'en déclare un toutes les 2 minutes en France. Ils font en moyenne 2 morts par jour et 10 000 blessés par an. Imprudence, inattention, court-circuit. En quelques minutes, c'est toute une vie qui bascule. Et les incendies, ça n'arrive pas qu'aux autres. On estime qu'une personne sur 3 en sera victime un jour. Il faudra alors se reconstruire. Il s'appelle Jean-Pierre, Emilia, Yannick, Myriam ou Thierry. Ils ont perdu leur domicile ou leur entreprise, leurs souvenirs et leurs biens les plus chers, parfois même un proche. Voici l'histoire de leur vie quand il faut repartir à zéro et se relever. Retour à Saint-Maurice. Au petit matin, voilà ce qu'il reste de cette résidence huppée. Les pompiers n'ont pas fini leur mission.
Ils détruisent tout ce qui pourrait encore s'embraser pour éviter un nouveau départ de feu. On fouille les gars, on fouille. Un foyer pourrait couver sous les vêtements ou dans les placards. Par sécurité, les pompiers abattent les cloisons. Grâce à cette caméra thermique, ils sont capables de détecter une chaleur anormale. Ouais, c'est pour éviter la reprise du feu en fait. Pour tous les incendies de cette importance, les pompiers cherchent aussi à comprendre d'où est parti le feu et comment. Car ce sont eux qui aident le législateur à améliorer les normes de sécurité. L'appartement a bien brûlé. Traces de carbonisation sur les meubles nous orientent probablement vers un foyer au niveau de la cuisine. On regarde quels étaient les appareils électriques potentiels en présence qui auraient pu éventuellement mettre le feu. Hein. Là, c'est un batteur, ça? Oui, c'est un batteur, ouais. Ouais. Un incendie sur 5 démarre dans la cuisine. Devant l'immeuble, les proches contemplent le désastre et s'inquiètent pour leur famille. C'est au 3e étage que vivait la mère d'Éric. Il sait qu'elle est vivante, mais il ne sait pas où elle est. Au téléphone, il apprend qu'elle se trouve dans un gymnase où ont été évacués provisoirement les sinistrés. Ils ont tous été pris en charge par la Croix-Rouge et la Protection civile. Sur place, bonne surprise, Éric aperçoit sa mère. Ah, elle est là, je la vois. Il est soulagé. Ah, petite mère. Sa mère est choquée, mais indemne. Ah, je suis content de te retrouver. Hein. Ça m'a fait peur. Hein. Toi aussi, t'as eu peur? Ah bon? C'était cru qu'il m'était arrivé quelque chose. Ah, quand tu vas voir les dégâts qu'il y a eux, oui, quand même. Hein. Petite mère. Dans ce gymnase, il y a tous les habitants de l'immeuble. Une cinquantaine de personnes arrivées ici au milieu de la nuit. À la table d'à côté, Janine et Kléber, les voisins de la mère d'Éric. Ils habitaient au-dessus de chez elle, au dernier étage de l'immeuble. À 84 ans, ils sont complètement perdus. Elle nous a prévenus. Nous, on ne nous permet pas de rentrer dans notre logement. Hein. Alors, nous sommes pas habillés, on est en peignoir, en chemise de nuit, pas maquillés. On est vraiment perturbés, vous savez. Hein. Tu te rends compte où c'est qu'on va aller? En début d'après-midi, Janine et Kléber attendent toujours que la mairie leur trouve un hébergement pour la nuit prochaine. Ce sera une chambre d'hôtel. La mère d'Éric, elle, est handicapée. Elle sera relogée en priorité. Comme après un mauvais rêve, tous sont désorientés. Mais ils ont eu de la chance. Ils sont sains et saufs. Car cette nuit-là, l'incendie a tout de même fait 2 blessés graves. L'un d'entre eux, c'est Jean-Pierre, brûlé aux mains alors que les flammes ravageaient son appartement. Le fils qui a sauvé sa mère. Il a 48 ans, il est attaché commercial. Depuis cette nuit, son état s'est aggravé. Il a été transféré dans le service des grands brûlés de l'hôpital Saint-Louis à Paris. Il a peur de perdre l'usage de ses mains. Ça va, non? Oui. Et alors là, surtout là, doucement. Ouais, ça a encore... Il est sous morphine pour soulager la douleur. Allez-y. Ouais, non mais... Ah si, ça soulage en fait. Passez l'autre main et ensuite vous prendrez du savon. Allez-y, papa. Non mais c'est que c'est douloureux, pas de la peur. Doucement, doucement. Bonjour, professeur Mimoun. Le professeur Mimoun est spécialisé dans la chirurgie reconstructive des grands brûlés. On va enlever tout ça, là, pour qu'on fasse des pansements corrects. Regardez. Il reçoit Jean-Pierre en urgence en plus de ses consultations, car il doit intervenir très vite pour sauver ses mains. Bon, allez, vous allez vous allonger. Il ne revient pas d'être en vie, je crois. Ça. Bah, ça tient peu de choses. Hein. J'ai eu peur. Mais oui, je vois bien que vous êtes sonné, là. Le fait de me réveiller, ça m'a sauvé la vie. C'est quoi, c'est le feu qui vous a réveillé, vous l'avez? Le bruit, les crépitements et la chaleur. C'est le tout. Alors, je vais vous hospitaliser, moi. Hein. Ah bon? Il y a des zones qu'il faudra peut-être même greffer, j'en sais rien. Mais c'est pas fini, cette histoire, quand même. Hein. Jean-Pierre doit être opéré en urgence. Il a du mal à réaliser ce qu'il vient de vivre.
J'ai eu... ça a peut-être duré, quoi, même pas 30 secondes, quoi. 15 secondes, je me suis dit, ça y est, c'est foutu, quoi. La taille des flammes, là, ça m'a affolé. Là, je me suis dit, oulala, faut aller vite, quoi. La hauteur, là, de la perfusion qui est à côté, c'est-à-dire... ça montait déjà à 1,80 m, hein. Et après, il y a eu l'instinct animal, c'est-à-dire tout casser pour sortir. Fallait pas faire de zèle, ni rien, ni essayer surtout de récupérer des affaires, parce que bon, on pense à sa vie avant, quoi. Le lendemain, Jean-Pierre part au bloc opératoire. Vous avez donné un petit comprimé? Vous détendre? Ouais. Ah, ça fonctionne bien? Bon courage. À Saint-Maurice, dans l'immeuble de Jean-Pierre, les habitants ont interdiction de réintégrer leurs appartements. Ils ont juste été autorisés à prendre quelques affaires personnelles. Au 6e étage de l'immeuble, les flammes ont seulement noirci les murs. Les meubles sont épargnés. Janine et Kléber découvrent l'ampleur des dégâts. Wow, voilà. Bon, l'entrée, apparemment... Oh, je sais pas, on peut pas mettre la lumière, donc on voit pas très bien. Hein. Garde la chambre, tiens. Il n'y a même plus de fenêtre, hein. Enfin, voilà, quoi, qu'est-ce que tu veux. C'est la vie. Le pire, c'est quoi? Je crois que c'est la cuisine. Hein. Faites voir. Ah, bah oui, tiens, viens voir. On avait du papier uni, on a du papier arrêt maintenant, hein. Bon, alors, tu comprends qu'on en a marre, hein, puis je sais pas combien de temps ça va durer, hein. On est dans un hôtel, mais c'est vraiment pour une nuit. Il n'y a pas de placard pour mettre ses vêtements, tout, mais il y a le confort, il y a la douche, il y a tout, mais ça va pour une nuit. C'est le téléphone ici, ça? C'est le téléphone... Qu'est-ce que tu cherches comme téléphone? Mais c'est lequel? Le nôtre. On est perdu. On est perdu, complètement perdu. Alors bon, puis regarde, il n'y a plus de terrasse, hein. On ne peut plus prendre de bain de soleil, hein. C'est un désastre, hein. Il est hors de question qu'on reste ici, hein. Ils ont peur ils ont peur que... Même les fondations, je sais pas. Hein. Oui, ils ont peur que les murs ne tiennent pas. Il semblerait que les travaux ici, il y en a pour 2 ou 3 ans. Hein. Alors donc, l'avenir n'est pas mirobolant. Hein. C'est dur. Quelques étages plus bas, au même moment, dans l'appartement de Jean-Pierre, l'homme brûlé aux mains, son frère est venu fouiller dans les décombres. Bon, voilà le désastre. Il y avait la chambre de ma mère, le salon, les chambres de mon petit frère, la salle à manger, l'entrée, la salle de bain. C'est effrayant, hein. Ah, c'était mignon, ça. Petit vase chinois. Il y avait beaucoup de souvenirs de famille, de portraits de famille aussi. C'est une catastrophe. Il cherche le plus précieux pour sa mère, ses bijoux. Ah! Une bague. Quelques affaires ont été miraculeusement épargnées. Ça, elle en avait des foulards. Un foulard intact, c'est dérisoire. À 85 ans, c'est toute la vie de sa mère qui est partie en fumée. Elle avait un secrétaire avec ses papiers, mais là, il n'existe plus. Hein. Même si c'est pas en bon état, c'est des souvenirs. Mais pour lui, l'essentiel est ailleurs. Sa mère et son frère sont vivants. Il est rentré dans les flammes, par le couloir, chercher ma mère pour la sortir du brasier. Après, il a dû l'emmener. Et je sais qu'ils ont eu du mal à percer la haie. Parce que les flammes, visiblement, allaient jusqu'à la haie, quoi. Il repart avec sa maigre récolte. 48 heures plus tard, au centre des Grands Brûlés, son frère Jean-Pierre se remet doucement de son opération des mains. Ils ne se sont pas revus depuis l'incendie. Salut. Alors? Tiens, prends mes lunettes. Oh là là, tout ça. Son frère lui a apporté quelques affaires, du dépannage. Bah merci, hein. Ah, on a eu peur, hein. Ben je sais. Je sais pas trop quoi dire, hein. Je reviens de loin, puis c'est tout, hein. C'est comme ça.
Mais ce que Jean-Pierre attend le plus, c'est de découvrir les photos de l'appartement que son frère a prises en fouillant les décombres. Putain, mais tout le bâtiment a pris. Il n'y a plus rien dans les apparts, là. Bon, les 6 étages, C'est énorme. Hein. Ça a flambé comme là, un tu fétu vois de l'intérieur, paille. regarde. C'est ta chambre, c'est le salon. Il n'y a plus de mur entre les deux. Putain. Voilà. Je reconnais même pas les pièces. Quand il m'a dit il n'y a plus rien, bah, j'ai compris. C'est ça, quoi. Ça a vraiment cramé, quoi. Brûlé, traumatisé, mais vivant. Jean-Pierre a perdu toute sa vie, toutes ses affaires personnelles. Mais pour d'autres, un incendie, c'est un outil de travail qui part en fumée et l'emploi d'une équipe qui se retrouve menacée. En France, toutes les 10 minutes, un feu se déclenche dans une entreprise ou un commerce. C'est ce qui est arrivé à Yannick Delpech, un restaurateur de 35 ans. En banlieue de Toulouse, à Colomiers, Yannick a tout pour être heureux. Une belle maison, avec un jardin et une piscine, et une petite famille, sa femme Cécile et son fils Mathis. Alors? Bonjour, regarde qui c'est qui est là. Bonjour, Hein? T'as montré à papa ce que t'as fait? Tu lui montres le dessin? Il est beau, hein? T'en veux un café? Ouais, un T'en café, fais un? ouais, s'il te plaît. Dans sa vie, Yannick Delpech a aussi un autre grand bonheur. Son restaurant, l'Amphitryon. Tous les notables toulousains se bousculent à sa table, car c'est le plus jeune chef étoilé de France. Et les critiques gastronomiques l'encensent. Une brillante cuisine, créative, très originale et sublimant les produits du terroir. Il fait la une de l'actualité régionale. Des reportages lui sont consacrés. Des larmes de joie. Yannick Delpech a obtenu ce matin sa 2e étoile Michelin. Le jeune chef de l'Amphitryon à Colomiers est un prodige de la gastronomie. Avec cette 2e étoile, l'Amphitryon accède à la cour des grands. Mais 3 ans après cette consécration, son bonheur part en fumée. En quelques minutes, son restaurant est détruit par un incendie. Un véritable drame. Yannick Delpech est désormais sans emploi et sans locaux pour exercer ses talents. Désormais, le restaurant de Yannick est fermé, mais il y vient tous les jours. Comme avant, comme tous les matins depuis 15 ans. L'incendie s'est déclaré en pleine nuit dans une des 3 salles. Un problème électrique dans le système de climatisation. C'est dans les combles, ici au milieu de la pièce, en fait, que le feu s'est déclaré, sur un court-circuit. Donc là, là, la charpente s'est embrasée de suite, elle s'est effondrée. Voilà, c'est un échauffement en fait, de fil électrique qui devait durer peut-être depuis assez longtemps. Et à un moment donné, la température devient tellement importante que ça fait une flamme et que le feu se déclenche. Yannick avait dépensé 700 000 € 4 ans auparavant pour refaire toute la décoration. Mais dans cette entreprise, il n'avait pas investi que de l'argent. C'était une entreprise, contractuellement c'était une entreprise, mais pour moi c'était ma vie ici. Et c'est pour ça que ça fait mal en fait, l'incendie, c'est ça qui fait mal. C'est pas le côté financier, l'aspect financier, tout ça bien sûr on y pense, mais c'est pas ça. L'incendie a détruit les 3/4 du restaurant. Mais pour le reconstruire, Yannick a un atout. Il a sauvé ses archives, indispensables pour négocier avec les assurances. Là, c'est le bureau. C'est ce qu'on a sauvé, donc on a tout rassemblé ici. Dans ces dossiers, des factures. Preuve que de la simple petite cuillère au rideau, il n'y avait que du haut de gamme dans ce 2 étoiles. On est dans la grande gastronomie, que ce soit de l'assiette jusqu'au mobilier, tout a un coût énorme. C'est-à-dire l'assiette, au lieu de la payer 5 €, moi je la paye 40, voire 50. Pour tous ces dégâts, vous étiez assuré? Vous étiez bien assuré? Oui, je suis bien assuré. Être bien assuré ne suffit pas. Pour être bien indemnisé, Yannick va devoir tout justifier à son assureur. C'est pour cela que son associé le rejoint. Sandrine dirige le restaurant avec lui depuis 7 ans. Ils ont décidé de reconstruire ensemble ce qu'ils avaient bâti à 2. On reconstitue les nuages comme on avait fait. C'est délicat. On peut garder l'idée des nuages, mais changer peut-être le lustre. Moi, j'ai été attachée à ces nuages.
Oui, mais ils sont foutus, les nuages. Après un incendie, une entreprise sur 2 fait faillite. Mais Yannick et Sandrine ont fait le pari de s'en sortir. Le rendez-vous approche, Yannick est tendu, car il va présenter l'inventaire de tout ce qui est à remplacer. Pour justifier ce qu'il demande, il s'est fait assister d'un expert d'assuré qui va défendre ses intérêts. Monsieur Condé, bonjour. Vous allez bien? Très bien, je vous amène le beau temps. Ouais. Les assureurs les rejoignent. Bonjour. Bonjour. C'est un gros dossier. Oui, ça Ils va, sont très venus bien, à très 2. bien, très bien. Mais on y va alors, on vous attendait. Allez-y. 2 200 000 €, une somme colossale. Mais c'est l'estimation faite par l'expert d'assuré pour remettre en état tout le restaurant et payer l'équipe pendant la fermeture. Yannick et Sandrine vont devoir expliquer tout ce qu'ils réclament, au détail près. Des heures de négociation face aux assureurs. Ils ne céderont sur rien, pas même le remplacement d'une petite cuillère. Le bilan est fastidieux à établir et toujours discuté. Dans cette réunion à huis clos, l'avenir du restaurant est en train de se jouer. Bon, belle pêche. Au revoir, bonne continuation. À bientôt. À bientôt. Ouais, bonne journée. Oui, merci. Bonne journée également. Au revoir. Et des réunions comme celle-ci, il en faudra beaucoup d'autres avant que tout le monde se mette d'accord. Ça s'est bien passé. Je suis assez content. Bah, tant mieux. Que le reste suive comme ça. Très bien. J'espère Moi, que je la vous suite... appelle, je vous appelle courant de la semaine prochaine. Ouais, on continue à travailler sur l'autre partie. Et avec le sourire, donc ça sera parfait. Oui, mais je l'ai le sourire, regardez. À bientôt. Allez, bonne journée. On sera au bout le jour où on aura commencé les travaux, voilà. Et encore, pas forcément. Pas encore. Je vous dis, je serai au bout le jour où j'ouvrirai le restaurant. Voilà. Aujourd'hui, on est très loin. Le problème, c'est que Yannick a une équipe de 35 employés. Son personnel, c'est la garantie du succès de son restaurant. Mais pour qu'ils ne partent pas à la concurrence, il faut réouvrir très vite et peut-être même les occuper. À partir de maintenant, Yannick doit être sur tous les fronts. Assurance, reconstruction, gestion d'une équipe désœuvrée. Il s'engage dans un combat que nous avons suivi pendant 9 mois. Entreprise ou particulier, personne n'est à l'abri d'un incendie. C'est bon tout le monde? Go. Dans un logement, c'est souvent à l'heure des repas que le feu se déclenche. Friteuse oubliée, multiprise surchargée. Autant de petites négligences à l'origine de véritables drames. Fontenay-sous-Bois, 13h. Un incendie s'est déclaré dans cet appartement au premier étage de l'immeuble. Les habitants viennent d'être évacués. Ils sont une trentaine au total. J'habite juste à côté. Où ça? Juste là. Juste. Ah, juste à côté de là où ça a brûlé. Voilà, j'ai eu trop peur. C'est terrible. C'est ma première fois de voir le feu aussi rapide comme ça, propagé partout là. C'est fait de chérie. Mais vous étiez dans l'immeuble? Oui. À quel étage? Au 3e étage. Moi, c'est pas moi qui va mal. C'est l'appartement. Hein. Je vous assure que ça file Vous savez, ça fait 40 ans qu'on est là et je vous assure que franchement, c'est la première fois que ça arrive un jour pareil. Hein. Les pompiers vérifient que personne n'est resté coincé dans un appartement. Ils aèrent. Il y a encore énormément de fumée toxique. Dans 80% des incendies, ce sont elles qui tuent. Voici l'appartement qui a pris feu. Un incendie apparemment accidentel. Il est entièrement détruit. Ses restes de vie calcinés étaient encore, il y a 1 heure, un joli studio habité par une mère et son fils. Après 3 heures d'intervention, les pompiers repartent. Ces habitants évacués pourront bientôt réintégrer leur logement.
48 heures plus tard, les habitants n'en reviennent toujours pas de l'état de leur résidence. Ils essaient de reprendre le cours normal de leur vie. Les locataires de l'appartement incendié, Myriam et Mehdi, vont découvrir ce qu'il reste de leur logement. Leur propriétaire les accompagne. Mais ils redoutent de croiser les voisins. Même si l'incendie est accidentel, Myriam culpabilise. J'ai la hantise de croiser les gens. Bah voilà, déjà une. Que tu connais? Bah oui, elle habite au-dessus. Ah oui. Ah oui, d'accord. Au premier ou au deuxième, je crois. Tout le monde veut savoir. Bah bien sûr. Ça, c'était bien. Bien sûr. Bonjour, madame. Celle-là, d'habitude, elle dit bien bonjour. Elle discute avec nous, avec moi, d'habitude, quand je la croise. Là, elle a répondu bonjour, mais elle nous a pas regardé dans les yeux. Hein. Bon. On va aller voir les dégâts. Mehdi a 23 ans. Il était seul dans l'appartement au moment de l'incendie. Il a été évacué d'urgence à l'hôpital, intoxiqué par les fumées. Comme sa mère, il va être surpris par l'ampleur des dégâts. Incroyable. Incroyable. C'est trop. Hallucinant. Hallucinant. Trop, trop, trop. Myriam est effondrée. Son propriétaire est stupéfié. Oh là là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est pas possible. C'est pas possible. Je suis horrifiée de voir ça, je suis horrifiée de voir ça. Il n'y a plus rien d'existant, plus rien, plus rien, plus rien. Vraiment plus rien. Mehdi est désolé pour sa mère. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va. Quand ce sera débarrassé, ce sera moins impressionnant. Tu verras. Le feu aurait peut-être été déclenché par une cigarette. C'est le propriétaire qui avance cette hypothèse. 30% des incendies mortels sont dus à la négligence d'un fumeur. Il y a une gestion. Hein. Il y a un feu de départ qui est arrivé probablement par une cigarette. Et puis ensuite, les revêtements du lit ont pris feu. Même si Mehdi était dans l'appartement quand le feu a pris, il n'a pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. Ça a pris 10 secondes. 10 secondes, 20 secondes. J'ai inhalé beaucoup de fumée et je me suis cogné un peu là en essayant d'éteindre le feu, mais sinon, ça va. J'ai eu le temps de me retourner et puis de voir l'appartement plein de fumée, en feu. Voilà. J'ai juste eu le temps de partir, j'ai même pas eu le temps de prendre des affaires, rien. L'enquête est en cours pour déterminer l'origine exacte de l'incendie. Mais dans un cas sur deux, la cause reste inconnue. Ouais, ce qui reste de la salle de bain. Ouais, c'est le chauffe-eau. Il y avait des boutons et tout, mais bon, il n'y a plus rien. Ah, c'est affolant. Les murs, ils ont pété et tout. Le mur, il était là. Dans les décombres, Mehdi cherche à retrouver quelques affaires personnelles, sans trop d'espoir. C'est ton scotch. Je vais pas aller loin avec tout ça. Hein. Mais bon, j'ai retrouvé une boîte de sparadrap, une brosse pour les soins des pieds, une trousse avec les coupe-ongles et tutti quanti. Quand l'appartement sera rénové, vous reviendrez ici. Oui, parce que j'aimais bien l'endroit. Et puis j'ai pas envie de changer de propriétaire. Les voisins seront peut-être pas contents de me voir revenir, mais je reviendrai. Chez moi, dans mon petit appartement, rénové. Myriam et Mehdi n'ont plus de logement. En attendant, par solidarité, c'est leur propriétaire qui les héberge. Sans lui, ils seraient à la rue. Pendant ce temps, au laboratoire central de la préfecture de police, comme dans tous les incendies de cette importance, des prélèvements effectués dans l'appartement de Myriam et Mehdi vont être analysés. Même si a priori l'incendie est accidentel, la police judiciaire enquête pour en déterminer précisément la cause. On fait l'enregistrement et puis on verra en fonction des résultats. Les analyses techniques sont confiées à ces experts. Ici, dans ce laboratoire, ils vont disséquer ces vestiges carbonisés jusqu'à ce qu'ils livrent tous leurs secrets. Alors, toute la partie administrative, la voilà. Il y a aussi tout cet agglomérat de fils. Sachant que les occupants étaient présents, donc c'est plutôt l'orientation... de la cause accidentelle. Ouais.
Fil électrique endommagé, fer à repasser oublié, un incendie sur 4 est dû à un problème électrique. Et là où il n'y a qu'un amas de débris et de cendres, cet expert, lui, voit une somme d'indices à exploiter. Voilà. Par exemple, ceci, c'est une borne mâle d'un câble d'alimentation. On ne sait pas à qui il appartient pour l'instant, mais ça peut être un élément déterminant où on va voir un dysfonctionnement électrique à partir de cette borne qui produirait un échauffement, qui enflammerait la gaine et les éléments combustibles qui se retrouvaient à proximité. Les résultats détaillés des enquêtes restent confidentiels, mais celle-ci confirmera que l'incendie de l'appartement de Myriam et Mehdi était bien accidentel. Ici, la plupart du temps, les investigations concernent des incendies criminels. Ces actes malveillants font 3 fois plus de dégâts à cause de l'utilisation de matières inflammables, avec des conséquences souvent tragiques, qui font la une des journaux télévisés. Bonjour à tous. D'abord, cet incendie dramatique qui s'est produit ce matin, tout près de Paris, exactement à Saint-Ouen. Le bilan est lourd. 2 morts, 10 blessés, dont 2 grièvement touchés. Voilà ce qu'il reste de cet immeuble de 4 niveaux. Un bâtiment ancien, mais pas vétuste. Des images amateurs montrent l'intensité des flammes. Il était 4h30 quand le feu s'est propagé dans les étages. Cette femme et sa famille étaient au 3e étage. On était une famille, mon mari, ma fille et mon frère. Tout le monde criait sur l'escalier qui sort, qui essaie de sortir, qui essaie de se sauver. 6 mois plus tard, Manuela, une des rescapées, ne pourra jamais oublier cette nuit de cauchemar. À Saint-Denis, elle s'est relogée dans ce joli 2 pièces, mais ça n'atténue pas son angoisse. Au contraire. On est au 4e étage, mais quand on a trouvé l'appartement, je me suis dit que je ne voulais pas habiter plus haut parce que si on est plus bas, on peut sortir plus vite. Si ça arrive quelque chose encore, on peut sortir tout de suite d'immeuble. Elle est tellement traumatisée qu'elle souffre d'insomnie quotidienne. Hop. Je me réveille dans la nuit. Si j'entends des bruits, je panique. Si je sens une fumée, déjà, je me lève, je vérifie tout dans la maison. Si je vois quelque chose d'autre, doucement, doucement, chérie. Doucement. L'immeuble qu'habitait Manuela à Saint-Ouen est désormais fermé, inhabitable. Les fenêtres des appartements sont condamnées. Aujourd'hui, Manuela retrouve les autres habitants de l'immeuble pour constater les dégâts dans les appartements détruits. Son frère Stéphane était présent cette nuit-là. Il revit l'incendie comme si c'était hier. Les flammes, ils étaient oranges, on dirait que quelqu'un soufflait de tout. Et c'est là que c'était... Thierry est leur ancien propriétaire. Avec le temps, ses locataires étaient devenus ses amis. Depuis la nuit du drame, ils ne sont jamais revenus dans leur immeuble. Oh là 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 là, c'est impressionnant. Ça fait peur même, vraiment, ça fait très très peur. L'incendie, d'origine criminelle, se serait déclenché dans la cage d'escalier. Un homme est soupçonné d'avoir mis de l'essence pour enflammer le palier de son ex-ami par vengeance. Il est accusé de détérioration volontaire ayant entraîné la mort. L'affaire sera jugée aux assises. S'il est reconnu coupable, il risque une peine de prison ferme et même la perpétuité. Manuela habitait dans cet appartement, au 3e étage. De là-bas jusqu'ici, ça avait des flammes partout. Il fallait sortir sous la fenêtre comme ça parce que là-dedans, on ne pourrait pas respirer. Dans ma tête, je vous dis, c'était toujours que il faut arriver plus vite que les flammes. Après, on a essayé, je sais pas, sauver la peau. À cet étage, les 4 appartements étaient occupés par des familles qui se connaissaient depuis longtemps. C'est ici que ma voisine Emilia elle habitait. Le pire pour Manuela, c'est d'avoir perdu un ami dans l'incendie. Car ici, le feu a été meurtrier. Quand je vois l'appartement d'Emilia,
Je sais que ça a été trop dur pour elle. Vous voyez, le feu, il est rentré comme ça, et puis il y a les rideaux qui sont tombés sur eux en flammes. C'est en voulant descendre par la fenêtre pour sauver sa famille qu'est mort Adrien, le mari d'Emilia. Ils ont fait une échelle humaine qui passait par la fenêtre. Et ils ont passé les plus légers d'abord, les enfants. Et puis, Emilia, vous la verrez, elle fait 1m50 à peine. Elle a glissé quand même. Ils l'ont rattrapée au 2e étage. Et puis, voilà, Adrien est tombé. Et puis... C'est à Pantin, dans un petit 2 pièces, que s'est relogée Emilia, la veuve d'Adrien, l'homme décédé dans l'incendie. Avant le drame, elle menait une vie de famille heureuse avec ses 2 enfants, Adriana et Denis, et son mari Adrien. Ils venaient de rénover leur appartement de Saint-Ouen. Ça, c'est 6 photos qu'il me reste de l'appartement. C'est tout. Parce que toutes les photos que je l'avais à l'appartement, ils sont brûlés tout. Ma vie, elle est partie. Emilia a 43 ans. Originaire de Roumanie, arrivée en France il y a 8 ans et parfaitement intégrée, elle avait réalisé le rêve d'une immigration réussie. Son mari Adrien était maçon. Ils s'apprêtaient à fêter leurs 25 ans de mariage. Je n'ai pas réalisé encore qu'est-ce qui s'est passé. Parce que c'est brutal. Moi, je l'attends encore. Peut-être il va rentrer, peut-être il travaille loin, peut-être il va arriver un jour. Parce que c'est très dur. Il est parti comme ça. Je ne peux pas dire au revoir, je t'aime. Les enfants, il avait besoin de toi. Je ne peux pas rester sans lui. Je ne peux pas continuer la vie. Parce que le douleur ne va pas passer vite. Aujourd'hui, Manuela vient rendre visite à Emilia avec sa petite fille. Alors qu'elles étaient voisines de palier, elles habitent maintenant à 1h30 de trajet l'une de l'autre. Oh, bonjour. Elles sont amies d'enfance depuis l'âge de 15 ans. Ça va, Anita? Hein? C'est un bonheur pour les 2 familles de se retrouver. Oh, il est belle. Oh, il est gentil, Anita. Bravo, Anita. Emilia élève désormais seule ses 2 enfants. Elle est moins bien installée qu'à Saint-Ouen. Elle dort sur un canapé-lit et ses enfants dans l'unique chambre. C'est ici les chambres? Mais ils ont juste à aller? Oui. Ah oui. C'est... Comment vous faites? Ah oui, il faut tirer. Ah oui. Ah oui. C'est pas comme à Saint-Ouen qu'il avait chacun sa chambre. Qu'est-ce qu'il vous reste comme meuble de l'appartement de Saint-Ouen ici? Rien. Il n'y a pas un casserole. Il n'y a pas les habits, il n'y a pas... Rien. Rien. En plus, je suis brûlée. Ça fait mal. Mon mari, il est mort, il est décédé. Tu as adoré ton mari, c'est ça? C'est beaucoup, 24 années, non? Bah oui, c'est une vie. Hein. Anéantie, blessée moralement et dans sa chair, Emilia s'interdit pourtant de baisser les bras. Aidée par sa foi, elle doit avancer, aller de l'avant, coûte que coûte. À Toulouse, Yannick aussi est dans ce même état d'esprit, reconstruire. Mais il est toujours en négociation avec son assureur. Combien finira-t-il par obtenir pour refaire son restaurant? Sans budget exact, il ne peut pas faire démarrer les travaux. Alors il anticipe. Bonjour Michel. Bonjour Yannick. C'est pour cela qu'il se rend chez son architecte. Permis de construire, plan, devis,
Il veut être prêt à attaquer les travaux. Je vais récupérer le dossier, on va aller à la salle de réunion. Ouais. Michel Estève est réaliste. Les travaux vont prendre du temps. Mais Yannick discute déjà les délais. Il y a à peu près 4 mois de travaux. Oui, On est dans ces eaux-là. Il y en a un peu plus, mais on va essayer de faire avec 4 mois. Il faudra faire en 3 mois. Ça, c'est le bloc. Si Yannick est si pressé, c'est parce qu'il redoute de voir son restaurant fermer trop longtemps. Il risquerait de perdre son équipe et pire, ses étoiles. Si le temps de rénovation est trop long, si les choses sont compliquées, que ce soit avec les assurances, avec n'importe quoi, ça peut être avec le permis de construire, ça peut être avec... si ça prend du temps ou s'il y a à un moment donné un blocage, ça peut remettre en cause d'autres choses. Concrètement, vous pourriez perdre vos étoiles? Oui, mais bien sûr, oui, bien sûr. Pour ne pas perdre ses 2 étoiles, pour éviter ce scénario catastrophe, Yannick doit absolument préserver son équipe. Mais la payer pendant la durée des travaux, c'est avancer 35 salaires pendant 10 mois, soit 700 000 €. Une somme qu'il doit emprunter en attendant que l'assurance la lui rembourse. Pour lui, financièrement, c'est très lourd. Mathieu est l'un des employés de Yannick. Il est maître d'hôtel. À 24 ans, avec ses 2 enfants en bas âge, il profite de la fermeture du restaurant pour aider sa femme à la maison. Il attend avec impatience la réouverture, même s'il est toujours salarié. Yannick et Sandrine, donc son associé, ont décidé de maintenir les salaires pour préserver l'équipe. Pour eux, ils attachaient beaucoup d'importance à garder cette équipe. On a fortement apprécié, c'est vrai qu'aujourd'hui, un salaire, c'est ce qui fait vivre donc, un foyer. En ayant une famille, je pense que la stabilité est très importante. On les en remercie par le fait de rester pour la réouverture. On va l'aider à relancer la machine et après, advienne que pourra. Mathieu touchera son salaire pendant toute la période de fermeture du restaurant. Mais il aura aussi une occupation pour garder le moral et ne pas être tenté d'aller travailler ailleurs. Une activité inattendue pour un maître d'hôtel. Sandrine, l'associée de Yannick, a eu une idée étonnante. Organiser un atelier de théâtre. On a proposé plusieurs projets et c'est le théâtre qui en est sorti. Toute l'équipe a adhéré parce qu'ils avaient le souhait de rester unis pendant toute la durée de fermeture du restaurant. C'est ici qu'ils se réunissent 2 fois par semaine. C'est un moment super, on est tous ensemble, dans un environnement qui est autre que le restaurant détruit. Je vous invite à retirer les vestes pour les chauffer. Il est chef sommelier, ils sont maîtres d'hôtel ou chefs de rang. Pour quelques mois, ils changent de métier, ils deviennent comédiens. C'est ma bulle d'oxygène, pas seulement pour moi, pour tous. C'est un moyen de se retrouver, de partager quelque chose ensemble. C'est un défouloir, un amusement, c'est super. Allez, en place, comédiante. Allez-y, quand vous voulez. Venez chercher l'élément qui est en face. Ah mais tiens, voilà un élément. Étirez bien le regard. Aïe, réagis. Doing. Les scénettes s'inspirent de la vie du restaurant. Les employés sont emballés, au point qu'une pièce de théâtre est en train de s'écrire. Alors Yannick a lancé un défi à son équipe, la jouer sur une vraie scène dans 2 mois. À côté de cette gourmandise... Baisse ton ouvrage, qu'on voit ton visage. Le spectateur te voit pas sinon. Yannick espère qu'avec cet objectif, ils resteront soudés et qu'ils seront à ses côtés le jour de la réouverture. Oui. Un péché qui en entraîne d'autres, bien plus grave. À Fontenay-sous-Bois, Myriam et Mehdi sont eux aussi très entourés par leurs propriétaires. Généreux et attentionné, il les a hébergés dès le lendemain de l'incendie dans son pavillon où il vit seul. Il les a logés à l'étage. Voilà. Bon. Ben là, ici, c'est la chambre que M. Damid me prête le temps de récupérer le logement. Et puis mon fils, et ben voilà, il dort dans la chambre à côté. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand votre propriétaire vous a proposé de vous héberger? Une immense gratitude. Parce que je ne m'attendais pas à ça. Du tout. Du tout, du tout. D'accord, on s'entend bien, on se rend des petits services, tout va bien, mais là, il y a quand même son appartement qui a brûlé. Il faut quand même tout refaire. Et en plus,
nous accepter en plus chez lui, sachant ce qui vient d'arriver. Qui va faire ça de nos jours? C'est tellement grand et beau ce qu'il fait pour nous là maintenant que je pourrais pas... Je serais morte que j'aurais pas encore assez dit merci pour tout ce qu'il a fait. Ça me touche. Mehdi est manutentionnaire et sa mère, Myriam, est serveuse. Même si pour l'instant ils ont un toit, ce sera difficile pour eux de repartir à zéro. Quand vous êtes sorti de l'hôpital, qu'est-ce qui vous restait? Rien, un caleçon et un t-shirt. Voilà, avec lesquels je suis rentré là-bas, quoi. Et donc là, les vêtements que vous portez aujourd'hui? Ben, il y a eu du rachat le jour même de ma sortie de l'hôpital et du prêt par les amis et tout ça. Il faut tout racheter. Caleçons, chaussettes, pantalons, chaussures, tout. Ça coûte cher, ben, surtout pour tout ce qu'on avait, quoi. Voilà, c'est pas demain qu'on va pouvoir tout racheter. Vous, les vêtements que vous portez là? Eh ben, c'est ce que j'avais le jour où j'ai quitté mon chez-moi. Vous avez qu'une seule tenue là? J'ai que ça. J'ai que ça. Ma pièce d'identité, mon fils, c'est tout ce qui me reste. Il n'y a plus rien. Dans l'immeuble, l'appartement va être déblayé. La décontamination est remboursée par l'assurance. Le propriétaire veut organiser au plus vite la reconstruction de l'appartement. Un réflexe pour cet architecte toujours en exercice. Ah ben oui. Dès qu'on aura l'autorisation des assurances, on pourra commencer les travaux. Et là, ça prendra sûrement 3 mois pour refaire tout, avant que ce soit réhabitable. Vous voyez, là, ils viennent prendre les mesures pour la réhabilitation, c'est ça? Et donc c'est beaucoup plus pratique pour eux d'arriver dans le propre, entre guillemets. Il y a plus d'espace. Et il y a tellement d'incendies que ces nettoyeurs en ont fait leur spécialité. Allez, bouge. Ils font ça tous les jours. Bon, ça fait tellement de temps qu'on fait ça que plus rien nous étonne. Il y a vraiment que quand il y a des décès que ça nous attriste vraiment beaucoup. Aujourd'hui, l'appartement est loin d'être remis en état. Mais le propriétaire va héberger Myriam et Mehdi jusqu'à ce qu'ils puissent se reloger. Thierry aussi est un propriétaire compréhensif et sensible. Il s'efforce de soutenir ses anciens locataires. C'est même devenu sa thérapie pour surmonter le choc de l'incendie. Chaque soir, de retour chez lui, c'est Emilia qui l'attend. Il l'a engagée après l'incendie. Bonjour Emilia, ça va? Bonjour, ça va, merci. Une façon discrète de veiller sur elle. Je prépare à manger, je fais le ménage, je travaille. C'est obligé. Vous arrivez à vous en sortir toute seule avec les enfants, financièrement? Doucement. Alors Emilia, c'est Madame Pop, c'est la veuve de Monsieur Adrien Pop. Alors... Thierry s'occupe régulièrement du courrier d'Emilia. Il tente de résoudre les problèmes administratifs qu'elle doit affronter depuis la mort de son mari. Beaucoup de soucis d'argent, l'indemnisation des assurances, des factures à payer. Le statut soit transféré à son épouse. Mais monsieur, il était mort. Il ne pouvait pas donner quoi que ce soit. Avant de l'incendie, c'est mon mari. Adrien, il s'est occupé de tout. Ensuite, l'acte de décès, bon, bah ça, oui, il y a 4 photographies récentes. Oh, je l'ai fait. Bah, écoutez, là, il n'y a plus rien de coché, donc c'est bon. Le fait d'aider Emilia, d'aider quelqu'un d'autre, oui, ça permet de sortir de soi. On voit la douleur de l'autre, ça permet de relativiser la sienne, quoi, de la laisser de côté et puis de participer au retour de la vie et puis de faire avancer les choses. Thierry s'inquiète pour le moral d'Emilia, mais aussi pour sa santé, car sa brûlure au bras la fait souffrir. Ça démange encore beaucoup, non? Ça donne quoi, votre cicatrice? Ah oui. Pour moins souffrir, Emilia a décidé de faire soigner cette cicatrice. Elle voudrait qu'elle soit moins visible. Elle rêve même de l'effacer,
car cette brûlure lui rappelle en permanence le cauchemar qu'elle a vécu. Madame Emilia Bock. C'est à l'hôpital Saint-Louis qu'elle va consulter le spécialiste des grands brûlés, le professeur Mimoun. Alors, qu'est-ce que vous me dites de cette cicatrice aujourd'hui, vous? On ne va pas oublier jamais. On n'oublie jamais, bien sûr qu'on n'oublie jamais, mais il faut en parler. Vous vous demandez pourquoi vous êtes en vie. Hein? Exactement. S'il n'y a pas les enfants, c'est... C'est? Je sais pas. Parce que je veux mourir. Je sais pas comment je peux continuer sans... Ah, vous allez continuer. Mon mari, parce qu'il il était très important. Je comprends. On avait 24 années de mariage. C'est dur. Alors, on voit toujours le côté esthétique de la cicatrice. En fait, avec la pratique, je me suis aperçu que souvent, c'était le souvenir de l'accident qui revenait en premier. Et de temps en temps, on peut modifier la cicatrice sans l'effacer. Donc, elle se voit encore, mais comme elle a un autre symbole, les patients sont sans soulagés. Bon, ben, on va s'occuper de la cicatrice, avec les vêtements compressifs et la chirurgie peut-être. Et puis, on va s'occuper de vous en entier. De la tête. C'est au moins aussi important. D'accord? D'accord. Pendant ce temps, Thierry, son ancien propriétaire, s'occupe de la remise en état de l'immeuble de Saint-Ouen. S'il s'implique autant, c'est qu'il possède ici la moitié des 16 appartements. Tout le bâtiment est entièrement à refaire. Il faut obtenir une indemnité suffisante des assureurs. Tout justifié. Un énorme travail. Et c'est Éric Bokobza qui s'y attelle. Il est expert d'assuré. Une profession méconnue. Sa spécialité, les dossiers d'incendie. Il a été engagé par les copropriétaires. Mon rôle est d'évaluer les dommages, de les réclamer à la compagnie d'assurance pour avoir une indemnité nécessaire et suffisante pour remettre en état l'immeuble et le réhabiliter. Quels sont les délais de réhabilitation de l'immeuble? 18 mois à peu près à partir de l'incendie. Ah, mais c'est beaucoup. C'est énorme. Pour chiffrer le montant des travaux et le réclamer aux assureurs, l'expert doit faire une liste très précise de tout ce qui est à reconstruire. C'est pour cela qu'il a demandé à Thierry de venir l'aider à faire cet inventaire. Il est aussi assisté de l'architecte de l'immeuble et d'un entrepreneur. On a besoin de vous sur des points bien précis qui sont totalement détruits. On a du mal à se faire une idée de ce qu'il y avait comme prestation avant. Ça nous permet de faire un descriptif qui soit au plus proche possible de la réalité. D'accord. À partir de maintenant, ils vont tous travailler ensemble. L'entrepreneur fera le devis. Éric Bokobza, l'expert, le discutera avec les assureurs. L'entrepreneur avec moi-même, faisons toute la partie relevée des dommages. Qu'est-ce que j'avais dans cet appartement? Où est-ce que j'avais une cloison? Où est-ce que j'avais de la moquette? Où est-ce que j'avais du parquet? Où est-ce que j'avais du papier peint? Où était l'électricité? Etc. etc. Pour pouvoir vérifier tout ce qui est endommagé et le réclamer de façon concrète à la compagnie d'assurance. En haut de l'immeuble, la toiture a été entièrement brûlée. Impossible d'imaginer comment étaient agencées les pièces sans la description de Thierry. Il y avait un placard qui était en haut. Et on avait une distribution de portes, avec une porte qui entrait ici pour la chambre, je crois que c'est celle d'Adriana. L'expert d'assuré défend Thierry et les autres copropriétaires, mais aussi le syndic qui gère l'immeuble. Il y a 16 appartements, 16 copropriétaires, 16 locataires, 32 assureurs, plus celui de l'immeuble, 33 assureurs. Ça fait beaucoup trop d'intervenants. Il faut absolument que tout soit centralisé pour essayer d'optimiser aussi bien les indemnités que le temps. Les vestiges de l'incendie sont impressionnants. Même dans les appartements moins touchés par le feu, il faut tout refaire. Elle est blindée, celle-ci? Mais elle a bien résisté quand même, hein? Cet appartement n'a pas directement été touché par l'incendie. À savoir que le feu est arrivé dans la cage d'escalier, la porte qui est ici a servi d'écran et a empêché que le feu rentre à l'intérieur de l'appartement. En fait, ce qu'il faut faire quand on a un incendie dans des parties communes, c'est surtout ne pas ouvrir les portes. Les portes de ces appartements ont été ouvertes au moment de l'incendie. Vous voyez la différence avec ce qu'on vient de voir tout à l'heure?
À savoir que on a le bâti qui est complètement charbonné, mais le feu s'est propagé, s'est engouffré à l'intérieur de l'appartement. Et là, tout a été bouffé par l'incendie. Il faudra au moins 1 an et demi pour remettre en état l'immeuble et y reloger des habitants. Pour dédommager les propriétaires des loyers non perçus pendant cette période et pour faire tous les travaux, toiture, cage d'escalier et les 16 appartements, l'expert d'assuré va réclamer 1 500 000 € aux assureurs. Pour tous les sinistrés de Saint-Ouen, il est l'homme de la situation. Éric Bokobza est un homme de dossier. Dans sa carrière, il en a déjà traité 6 000. Il travaille avec sa femme Audrey. Est-ce que vous avez déjà fait votre déclaration auprès de la compagnie d'assurance? Ça s'est produit quand exactement? Il consacre plusieurs mois aux affaires les plus complexes, pendant lesquelles il ne touche aucun acompte sur sa rémunération. On est payé une fois qu'on a déterminé l'indemnité, c'est-à-dire en fin de dossier. On est payé quand l'assuré est payé. On prend un pourcentage de l'indemnité qu'on récupère. En règle générale, ce pourcentage est de l'ordre de 5%. On a exactement les mêmes intérêts que l'assuré, puisque plus l'indemnité de l'assuré est importante, plus nos honoraires vont être importants. Son objectif est toujours le même, obtenir le meilleur dédommagement pour ses clients, le plus vite possible. Et quand on arrive chez lui, c'est pour les coups durs. La plupart des gens achètent des primes d'assurance, n'achètent pas un contrat d'assurance, ne regardent pas les garanties, regardent combien ils vont payer. Et ça, c'est un véritable problème. Quand on a pris un contrat d'assurance, on ne s'est jamais soucié véritablement de ce qu'on avait. On n'a jamais imaginé que tout pouvait être détruit dans sa globalité. On a toujours, tout le monde pense vol. Oui, bon, j'ai rien, ou alors tout est vieux. Et on est, en général, le particulier est mal assuré. Il y en a combien qui ont lu les clauses de leur contrat d'assurance? Aucun. Éric Bokobza, les contrats d'assurance, lui, il les connaît par cœur. Et surtout, il sait les décrypter. Son point fort, c'est de parvenir à justifier aux assureurs tout ce qu'ils réclament, même si tout a brûlé. Un travail d'estimation méticuleux. Pour estimer ce qui a été détruit, on a toujours des vestiges. Un vestige, c'est un reste d'objets ou de biens mobiliers sinistrés, mais on voit encore une carcasse, on voit encore une trace. Je vais vous donner un exemple bien concret. Donc, mon client avait pris soin de prendre le meuble en photo parce qu'il voulait le vendre avant l'incendie. Donc voilà le meuble tel qu'il existait avant l'incendie. Je lui avais demandé de me dire à quel prix le meuble était mis en vente et à combien il estimait ce meuble. Ce client m'a dit que ce meuble, pour lui, il estimait à 1 500 €. J'ai estimé que ce meuble, à mon sens, valait beaucoup plus de 1 500 €, donc j'ai fait des recherches auprès des professionnels et je suis arrivé à pouvoir estimer ce meuble à 6 420 €. Alors, moins les huissiers d'usage, j'ai dû obtenir pour ce meuble pas loin de 5 500 €. Et quand il fait la liste de tout ce qu'il demande, que ce soit du mobilier, un appartement ou un immeuble à refaire, ce n'est pas une feuille volante, mais un véritable livre. C'est des petits bouquins qui peuvent faire jusqu'à 102 pages, dans lesquels on a le détail de toutes les prestations, ligne à ligne. Une porte, c'est une barre de seuil, c'est un butoir de porte. Tout est détaillé à l'article près. Chaque année, les assureurs dépensent 1,5 milliard d'euros pour indemniser les victimes d'incendie. C'est 3 fois plus que pour les vols. À Toulouse, 4 mois après l'incendie, Yannick a bouclé son dossier d'assurance. Le chantier du restaurant a pu enfin démarrer. Pour réouvrir, il avait besoin de 2 200 000 €. L'assureur ne paiera pas tout, il sera obligé d'emprunter 400 000 €. Yannick surveille de très près les travaux. Ce matin, ce convoi exceptionnel qui arrive, c'est la nouvelle charpente. Elle remplacera celle qui a brûlé. Bonjour. Bonjour. Yannick Delpech. Didier. Bon, alors, cette charpente, elle est enfin là. Elle est arrivée. Ça veut dire qu'on va pouvoir construire à l'intérieur. Ce qui est impressionnant, c'est que l'incendie a fait beaucoup de dégâts. Mais là, c'est pire que l'incendie, quoi. C'est-à-dire qu'on reprend tout. Donc, j'ai l'impression qu'on recule. Donc là, c'était ma terrasse. Ce qui est dommage, c'est qu'on avait fini le jardin la veille de l'incendie. Donc on avait tout refait. C'est évident qu'avec les engins, on ne fait pas de la demi-mesure. Donc là, tout est retourné, il y a tout à refaire. On en est aux bases.
Donc il y a les murs à monter, il y a tout l'intérieur à refaire. C'est vrai que quand on voit ça, on se dit qu'on n'aura jamais fini. Pourtant, Yannick doit non seulement reconstruire son restaurant, mais en plus, il doit aller vite. Car son assureur lui rembourse les salaires de ses employés encore pendant 2 mois, pas plus. Le compte à rebours est lancé et c'est sur son architecte que retombe toute la pression. Bonjour Michel. Bonjour Yannick. Ça va? Bon, on fait un petit tour? Allez, on fait un petit tour. On va voir l'avancée. Ouais, sur tout ce qui est placo. On se voit alors minimum 1 fois par semaine, en réunion de chantier. J'appelle 4 fois par jour. Et j'appelle tous les jours. Non, pas 4 fois par jour. Non, pas 4 fois par jour. Non, mais j'appelle souvent, mais quand j'ai des questions, j'appelle parce que ça sert à rien que je reste avec ma question. Voilà. Oui. Et la question qui l'obsède, c'est toujours la même, les délais. Et on va être dans les temps, là? Alors dans les temps, on va mettre les bouchées doubles pour être dans les temps, je pense. Ça va aller vite après, là. Ils ont fini ça, là. Fin de semaine, on a le dallage qui va arriver. Ok, ça marche. Bon, mais très bien, Michel. En attendant, Yannick a installé ses bureaux dans des cabanes de chantier. Il veut garder un œil sur tout. Pendant que les ouvriers s'activent, lui prépare déjà la nouvelle décoration intérieure avec son associée Sandrine. Bon alors, t'as vu quoi? Alors ça c'est donc pour la salle feu. Attends, je l'ai pas. Ah voilà. C'est ces 2 tissus là. Okay. On avait 3 salles. On avait l'air au centre sous la verrière, la terre dans le salon bois et le feu. La salle qui, malencontreusement, a pris feu. Et vous avez gardé la salle feu? Ça vous a pas fait peur? Ben non. J'espère que ça arrive qu'une... Yannick m'a dit que ça arrive qu'une fois dans la vie, donc on verra. Puis ça arrive une autre fois, ben on verra ce qu'on fait. On a le droit d'être la salle feu. Ça, c'est la matière? Ouais, c'est joli. C'est très, très chic. Il faut oublier, il faut passer à autre chose. Alors, on va pas s'interdire de mettre la salle feu parce que le feu, ben, ça va nous rappeler l'incendie. On avance, quoi. Le soir même, au théâtre de la ville, Yannick est toujours aussi pressé. Allez, alors? Ses employés l'attendent. 4 mois après l'incendie, ils sont toujours là. Et ce soir, c'est le jour J. Il s'apprête à jouer sur scène, devant un public. Les roses dans les loges, c'est quoi? C'est, pour vous dire, on est avec vous. C'est un gris-gris. Et venez voir, venez voir. Ouais. Venez voir. On a une comptable qui se transforme en comédienne. 3 représentations exceptionnelles face à une centaine de spectateurs. Soudain, Yannick semble étrangement calme. Je fais une petite apparition à la fin. Une apparition lyrique. Il y a beaucoup moins de stress quand même au restaurant, on a un peu plus d'habitude. Je chante pas dans tous les services, moi. Ce week-end, voilà, c'est spécial, c'est super en même temps. Mais dès lundi matin, on sera replongé dans nos travaux, hein, dans la poussière et dans le béton. Ils vont rentrer dans 2 minutes? Ouais, dans 5 minutes, ouais. Ouais. Mais c'est bien, une fois qu'on y sera, ça va rouler. Dans le public, leurs meilleurs clients, leur famille et bien sûr la femme de Yannick, Cécile. Sur les planches, l'équipe de salle se transforme en troupe de théâtre pour jouer les amuse-bouches. Mais qui me parle? Inconscience. C'est un cauchemar. Qu'est-ce que j'ai mangé hier soir? Du chocolat. Ah oui, du chocolat, bien sûr. J'adore le chocolat. Des pommes, des poires, et des Scooby-Doo. Pommes, poires, et des Scooby-Doo. C'est vrai que je ne m'attendais pas du tout à ça. On en avait parlé, mais vaguement. Et là, c'est vrai que c'est vraiment super, quoi. Limite les larmes aux yeux. De tous les voir. Non, non, c'était super. Voilà. Pas le dire trop fort. Mais même Yannick, surprenant. Non, vraiment super. Vraiment super. C'est beau. C'est mignon. Dès la fin du spectacle, les acteurs d'un soir reprennent du service.
ils retrouvent leurs réflexes de professionnels de la restauration. Monsieur. Un goûter absolument. À la menthe, je te débarrasse. Je pense qu'il s'attendait à quelque chose de plus poète-poète. Déjà 6 mois de fermeture. Mais l'équipe est restée soudée. Yannick et Sandrine viennent de sauver le plus précieux. Je suis certaine que si j'avais pas eu ce projet, j'aurais perdu l'équipe. Parce que dans la restauration, c'est difficile de recruter. Et une fois qu'on a une équipe en place, y a déjà, on s'est investi pour former les employés. Il ne faut pas les perdre parce que sinon on a travaillé pour rien ensemble. Donc c'était capital. On avait perdu tous les biens matériels. Il nous fallait garder les gens, quoi. Tu la connais? C'est une première victoire. C'est le début de la fête. Mais Yannick doit encore finir la reconstruction du restaurant au plus vite. Et là, rien n'est encore gagné. À Pantin, pour Emilia, c'est aussi le jour J. Elle se prépare à partir à l'hôpital pour son opération du bras. Sa famille la soutient. Sa belle-mère est venue spécialement de Roumanie pour s'occuper des enfants pendant son absence. Emilia peut aussi compter sur sa nièce Dorina. Celle qui m'a gardée quand j'étais petite. Et maintenant, c'est mon tour. Le soir, c'est difficile pour elle. Quand il voit qu'il n'y a personne à côté d'elle, juste les enfants, il lui manque. Toujours il est dans les pensées. Parce que le soir, moi je l'appelle, ça va, toujours je l'appelle. Il dit oui, ça va, mais moi je le sens. Je le sens qu'il a pleuré. Emilia est hospitalisée au centre des Grands Brûlés de l'hôpital Saint-Louis à Paris. À la veille de l'intervention, le professeur Mimoun, son chirurgien, tient à la rassurer. Bonjour, vous allez bien? Oui. Ça va? C'est le grand jour? Bonjour. Oh là là. Petite tête, petite mine. Vous avez peur? Un petit peu. Un petit peu. Bon. On va un peu réviser ce qu'on va faire demain. On va essayer d'enlever cette peau et de remettre en utilisant la peau d'à côté qui est la même couleur. Donc il faut faire pousser cette peau-là, qu'il y en ait un peu plus. Vous avez compris? Oui, oui. Pas d'autres questions? Non. Le lendemain, Emilia part en salle d'opération, très angoissée. Mais elle est décidée à faire effacer cette cicatrice. Bon, on va y aller. Ça va? Pas trop? Un petit peu? Un petit peu peur? Oui. Mais non, ça va aller. Ça va, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Après l'opération, nouvelle visite du professeur Mimoun. Bonjour. 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 Bon. Ça va? Ça va, très bien. Ça fait pas trop mal? Non. C'est vrai? Pas trop mal. Je voudrais bien voir les plaies. De filles à 8 heures. Je vous fais pas sortir aujourd'hui, je vous garde jusqu'à demain. D'accord. OK. Cette opération, c'est l'effacement de la marque qu'elle avait avant. C'est aussi une date et un point de départ et une volonté même psychique de vouloir recommencer, repartir dans la vie. Elle va pouvoir se dire à elle-même, je me suis pris en main et je veux y aller. Pour l'encourager, sa nièce Dorina est venue lui rendre visite. Donc, bisous. Oh. Ça, c'est un grand bisou, hein? Tu es belle aujourd'hui. Dorina est enceinte de 6 mois. Un heureux événement qui apportera à Emilia un peu de joie de vivre. À bientôt, elle va sortir. Oh, moi j'attends. Ça a changé toute ma vie parce que, comme le bébé il est là, j'ai oublié peut-être un petit peu quand je m'occupais de lui. Je lui donne beaucoup de bisous. Trois mois plus tard, Emilia est toujours en arrêt maladie.
Un ami vient de lui apporter ce sac en plastique. C'est tout ce qu'il a pu récupérer dans son appartement de Saint-Ouen. Ce sont quelques photos, miraculeusement préservées. Emilia espère retrouver des souvenirs de sa vie de famille, son mariage, des anniversaires. C'est les photos qu'on donnait les petites. Finalement, elle ne retrouve que des photos de son fils. Partout c'est donné. Et une seule où il est avec son père. Ici, c'est mon mari avait donné. Emilia est déçue. Un seul album de photos a survécu aux flammes. Je peux pas. C'est impossible, je peux pas. Toute ma vie, c'est ici. Cette photo. C'est tout ce qui restera de son petit bonheur tranquille. Un an après l'incendie, Thierry se retrouve dans une situation financière périlleuse qui l'oblige à faire méticuleusement ses comptes. Il est fonctionnaire. C'est pour préparer sa retraite qu'il avait acheté à crédit les 8 appartements dans l'immeuble de Saint-Ouen. Un patrimoine de 840 000 € dévalué, mais surtout un équilibre économique complètement bouleversé. L'incendie a détraqué le système. J'ai mis 10 ans, un peu moins de 10 ans à me constituer ce patrimoine, en utilisant les loyers que me fournissaient les appartements. Pour les 8 appartements, j'avais 4 000 € de mensualité de remboursement pour 4 500 € de rentrée en loyer. Voilà, donc les loyers couvraient les remboursements avec un petit delta positif de 500 € pour faire face aux imprévus. Alors l'appartement sur lequel je suis actuellement, là on voit un remboursement de 857,41 € qui correspondait, si mes souvenirs sont bons, il y avait un bon delta positif. Là j'avais un loyer de 1010 €, un loyer de 910 € sans les charges. Et là, je me retrouve plongé dans de la paperasse, ce qui n'a absolument rien d'intéressant. Cette période n'est pas une période que j'apprécie du tout. Il y a bien sûr eu toute la partie humaine qui était catastrophique, mais là, la reconstitution, c'est une période très désagréable à passer. C'est pourtant une étape indispensable pour Thierry. Il doit rénover rapidement ses appartements pour les remettre en location, sinon il ne pourra plus rembourser ses emprunts. Pour rénover les 8 appartements, j'ai besoin de à peu près 300 000 €. J'attends de la part des assurances en totalité 350 000 €, 50 000 correspondant au loyer non perçu pendant toute la période où il n'y a pas eu d'exploitation possible. Là, Thierry, vous avez touché l'argent des assureurs ? Non, je n'ai pas touché l'argent des assureurs, c'est bien ça le problème. Je n'ai reçu aucun chèque de la part des assurances pour ces travaux. Donc, pour le moment, on attend et on perd du temps. Il faudrait que ça aille très vite pour que je puisse remettre les appartements en location. Si Thierry s'impatiente, c'est aussi parce qu'à partir de maintenant, l'assurance ne lui remboursera plus les loyers. Son contrat ne les garantissait que pendant 1 an. 2 jours plus tard, il se rend chez Éric Bocobza, l'expert d'assurés, en espérant qu'il puisse faire pression sur les assureurs. L'entrepreneur est prêt à démarrer les travaux dans les appartements, mais il attend un chèque d'acompte que je ne peux pas lui signer. Je n'ai pas d'argent sur mon compte pour pouvoir faire démarrer ces travaux. Le dossier semble bloqué. Or, sans argent, pas de travaux. Thierry risque de perdre tout son patrimoine. Monsieur Chaperon, bonjour. Bonjour, monsieur. Pardon. Allez-y, je vous en prie. Allez-y, passez. Merci. Monsieur Chaperon, alors qu'est-ce qui vous amène? Est-ce que vous avez une idée des délais? Est-ce que vous savez s'il manque des pièces?
Oui, alors effectivement, il y a eu un petit peu de retard par rapport à ça, puisque ça fait déjà 2 mois qu'on a eu des accords de la compagnie, sauf que la compagnie a voulu avoir l'ensemble des dossiers terminés, l'ensemble des dossiers signés par les différents copropriétaires pour pouvoir procéder au règlement. Or, certains copropriétaires ont mis un temps certain à signer, et j'ai eu la compagnie la semaine dernière qui m'a confirmé que le règlement allait avoir lieu cette semaine, voire semaine prochaine. Alors, Chaperon. Monsieur Chaperon va recevoir déjà de l'assurance de l'immeuble un chèque de 150 000 €. Mais il y a aussi un autre assureur qui est son assureur propre, qui lui doit aussi de l'argent, environ 80 000 €. J'ai d'ailleurs les appelés pour savoir où ça en est, puisque je n'ai pas encore totalement l'information. Je suis expert d'assuré, j'interviens sur un dossier qui est géré par vous. Oui, on a mis en place la procédure d'escalade parce qu'effectivement, on attend toujours le rapport de l'expert. Donc ma collègue a fait le nécessaire au mois d'octobre, procédure d'escalade. C'est quoi la procédure d'escalade? La procédure d'escalade, c'est quand on est obligé de relancer plusieurs fois un cabinet d'expertise en vain et qu'on est mécontent de ses services. D'accord. Un expert qui tarde à rendre son rapport et c'est tout le dossier de Thierry qui est bloqué. Cet expert devra s'expliquer auprès du service qualité de l'assureur. En attendant, Éric Bokobza propose une solution d'urgence. Est-ce qu'il est possible de débloquer des acomptes en attendant? Parce que votre assuré attend quand même une grosse indemnité, plus de 80 000 € sur cette affaire-là. Il a besoin de cet argent pour pouvoir financer les travaux. Moi, par téléphone, monsieur, je ne peux pas me positionner rapidement sur l'éventualité d'un acompte, mais effectivement, sur le principe, ça peut se faire. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Sur les 80 000 et quelques euros qui vous doivent, en immédiat, je vais demander 70 000 € en urgence. Donc là, vous allez avoir toute l'indemnité, toute la trésorerie nécessaire et suffisante pour pouvoir rééquilibrer vos comptes et lancer vos travaux. C'est rassurant. Je suis là pour ça. Merci. Par rapport au moment où je faisais mes comptes il y a 2 jours, je me sens mieux, mais je n'ai pas, comme monsieur l'expert d'assurer, l'habitude de gérer des chiffres avec autant de zéros à la fin. Généralement, j'en ai 1 ou 2 en moins sur les chèques que je signe, quand c'est pas 3. Donc voilà, je serai complètement soulagé quand les travaux seront terminés et que mon compte sera revenu à un niveau raisonnable. Pour l'immeuble de Saint-Ouen, combien vous avez pu obtenir? Globalement, le dossier avait été ouvert en compagnie à environ 1 200 000 €. On a réclamé, tout dommage confondu, pas loin d'1 500 000 €. Et on a obtenu un peu plus d'1 300 000 €. Quand on prend un expert d'assuré, on est mieux indemnisé? Mieux indemnisé, je le pense, mais on n'obtient jamais tout ce qu'on réclame. Sur ce dossier, l'expert d'assuré touchera 50 000 € hors taxe. Eh bien, écoutez, je vous raccompagne. Thierry, lui, repart tranquillisé. Entendu. Merci encore. Au revoir. Au revoir, monsieur. En revanche, pour Yannick à Toulouse, rien ne va plus. Il y a 1 mois, nous l'avions quitté légèrement inquiet. Maintenant, c'est pire. Il est vraiment stressé. Car son chantier a été brutalement ralenti par un événement imprévisible. Ben voilà, un chantier sous la neige, complètement à l'arrêt. Il y a eu énormément de neige et surtout les températures qui sont passées en dessous de moins 10 degrés, donc impossible de faire du béton, par exemple. Tout était recouvert et puis il y avait quand même 10 cm de neige. On se dit, putain, on n'a pas de chance, il fallait que ça arrive cette année, quoi. Donc là, on a pris plus de 10 jours de retard. Ce retard est un coup dur pour Yannick, car son budget va forcément s'alourdir, sans compter les imprévus qui s'accumulent à chaque réunion de chantier. On a modifié la passerelle. Bon, on est en attente de la cheminée. Des petits imprévus? Oui. Des petits, Des petits gros d'imprévus. Des gros. L'escalier n'est pas commencé encore. L'escalier n'est pas commencé. Ça prend du retard, ça, l'escalier. C'est un gros chantier? Oui, c'est un chantier déjà conséquent, oui, puisqu'on travaille sur quand même 1,5 million, 2, 3. Ouais. 1 million. Tous les jours, ça plus change. d'1 million, quoi, voilà, plus d'1 million. Voilà. On va finir à beaucoup plus. Chaque jour, l'addition s'alourdit. L'inquiétude de Yannick ne cesse d'augmenter, mais son architecte minimise. Bon alors,
la bouche murale dont vous me parliez, c'est celle-là. Voilà, c'est ça. C'est des bricoles, l'escalier c'est 6 000 ou 8 000, là c'est les plus gros, après il y a les fondations c'était 40 000, ça c'est sûr, mais après c'est des 2 ou 3 000, par-ci par-là. Oui, mais 2 ou 3 000, on ne fait plus rien avec 2 ou 3 000 euros aujourd'hui. Mais les dépenses supplémentaires ne sont pas remboursées par l'assurance. Yannick n'arrive plus à maîtriser son budget. C'est fatigant parce qu'à chaque réunion, il y a 10 trucs en plus qui arrivent. Donc on dépasse allègrement les budgets, on n'est plus du tout dans les clous. Puis tous les jours, pendant un mois, tous les jours, c'était ah mais il y a ça, on n'avait pas prévu, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. En plus, à partir d'aujourd'hui, Yannick a de nouveau les salaires de ses employés à sa charge, car l'assureur ne les remboursait que pendant 6 mois de fermeture, pas plus. Alors chaque jour qui passe, il perd de l'argent. Il ne va plus pouvoir tenir très longtemps. À Saint-Ouen, Thierry est soulagé. Les premiers chèques des assureurs sont enfin arrivés, ce qui a permis de faire démarrer les travaux. L'entrepreneur a commencé par refaire le toit, la cage d'escalier et les façades. Thierry va découvrir l'arrière de l'immeuble. Et là, surprise. C'est un peu rose. Voilà, ça égaye un petit peu. Et la deuxième couche, je ne vais rien arranger. Et là, c'est très girly. Hein. Et la deuxième couche ne va rien changer. Ça va aggraver le rose. D'accord. On va être encore plus rose. C'est très accessoire par rapport à la reconstruction. C'est vrai que j'aimerais pas que ça reste comme ça. En fait, c'est presque plus moche qu'avant. Là. Bon, après, au niveau de la teinte, de toute manière, là, en deuxième couche, on va beaucoup plus couvrir. Les parties qui sont encore un peu grises là. C'est l'architecte qui avait choisi cette couleur. L'entrepreneur va la rectifier à ses frais. Thierry va voir ensuite ses appartements, et dès l'entrée dans l'immeuble, tout est différent. Ça n'a plus rien à voir avec sa dernière visite. Ça change tout, hein. Rien qu'un peu de placo sur les murs. Ça change tout. Hein. Le noir qui disparaît. C'est un très très gros changement. Hein, j'imagine que visuellement, enfin, on respire. Hein. Et moi j'ai hâte de voir. Hein. Ah ouais, mais là c'est formidable. Hein. C'est formidable. La dernière fois que je suis venu, tout était noir. Et maintenant, on se croirait dans un loft new-yorkais. Là, on a un plancher complètement neuf. Là, on a le sourire quand on voit qu'il n'y a pratiquement plus de traces du feu. Par-ci, par-là, un peu de noir. Et ce que j'apprécie surtout dans cet appartement, c'est qu'il va être complètement modifié. C'est important que ce soit quelque chose de neuf. Voilà, avec des gens qui auront une autre vie. On ne peut pas réparer ce qui a été cassé, voilà, mais on démarre quelque chose de neuf. Thierry, comme les autres, a besoin de changements pour tourner la page. Un an après l'incendie, je crois que les souvenirs sont maintenant apprivoisés. Et il y a encore des bouffées d'émotions qui viennent par moment, mais globalement, c'est plutôt vers le futur que tout le monde se tourne maintenant. En fin de matinée, avant de quitter le chantier, l'entrepreneur a réservé une dernière surprise à Thierry. Il a fait essayer une autre teinte pour la façade arrière. Et il tient à lui montrer. Ah bah c'est bien mieux, c'est nettement mieux. Hein. Ça n'a quand même plus rien à voir. Ouais, elle est très très jolie. Très jolie. Ouais, c'est une très belle couleur. Ah voilà. Très belle couleur. Une vraie différence. Hein. On vous laissera un petit bout de rose. C'est gentil. En bas, comme ça, en souvenir. Bientôt, la vie reprendra. Thierry espère pouvoir reloger de nouveaux locataires dans l'immeuble d'ici quelques mois. À Toulouse, la situation semble s'améliorer. Malgré les imprévus et les complications, le restaurant doit ouvrir demain. C'est enfin le bout du tunnel. Pourtant, Yannick n'a pas encore retrouvé le sourire. Ça va, tout le monde travaille, on avance. Demain midi, le premier service est complet. Mais rien n'est prêt. Une vingtaine d'artisans travaillent encore aux finitions. Yannick a plus d'1 mois de retard sur le planning des travaux. Alors pour son architecte, la pression est à son maximum. La fuite de l'étage, c'est bon, ça va être changé. Et tout ça, je l'ai vu à Vélu, tout ça c'est fait. Oui.
Mais là, il galère. Alimentation de la fontaine, ça c'est Oh, vu. tu peux le rayer, ça c'est bon. Oui. Ça, il est en train de le faire. Ça c'est vu, ça c'est Changer vu. la base qu'il y est dessus. Ça aussi. Il ne retrouve plus la télécommande. Ça c'est vu, du portail. Portail, voilà. Télécommande de portail, mais ça il l'a vu. Il l'a vu. Heureusement, en cuisine, ils sont opérationnels. Nous avons ici un caramel au yuzu avec des touches de citron vert, des cuits au chocolat blanc. Nous servirons ça avec une petite mignardise. Ça sent bon, hein. Merci. Sachant que dans moins de 24 heures, on a 70-80 couverts à midi. Vous pouvez prévenir vos femmes, vous n'êtes pas rentrés demain. Thibaut ? Au milieu de ce désordre, Sandrine, l'associée de Yannick, essaye quand même de préparer le service du lendemain. Vous avez monté toutes les tables? Oh ben non, faut que vous aménagiez là l'ombre. Hein. Il y a encore beaucoup d'artisans sur le chantier, donc on ne peut pas faire notre travail de mise en place, de nettoyage. C'est ça qui est difficile pour mon équipe à gérer. Là, c'est le coup de barre. Ça va repartir. Je vais aller voir le fromager, je vais l'acheter le fromage pour demain. Ça va me ventiler. Ventiler? Ouais. Je vous en avais marre, Mathieu? Non. Mathieu, le maître d'hôtel, a délaissé son fer à repasser et son costume de comédien pour reprendre son service. Enfin, presque. Tout le monde sur le pont et on brique. Donc c'est gros nettoyage, tous les détails. On se donne à fond, quoi. En dehors de ça, ça reste quand même une corvée, quoi. Moins 16h30. Et alors 16h30. Et alors, ben ça va. C'est déjà mieux qu'à 8h ce matin. En fin de journée, ils sont toujours en train d'astiquer. Les artisans sont partis, mais il faut encore remettre tous les meubles en place. La nuit risque d'être courte. À Saint-Ouen, les travaux seront bientôt finis. Mais Thierry aussi rencontre des obstacles dans la dernière ligne droite. S'il veut relouer ses appartements, il doit obtenir l'autorisation de la mairie, car l'immeuble doit être parfaitement aux normes de sécurité pour être à nouveau habité. Visite de la mairie et verdict aujourd'hui. Thierry espère qu'il sera favorable. Comme il s'agit d'une visite de contrôle, il y a toujours une petite marge d'inquiétude. Si jamais quelque chose n'allait pas, il y aurait des délais supplémentaires, des retards dans les travaux. Et c'est tout ce dont je ne veux pas actuellement. Les pompiers participent à cette visite. Par précaution, le maire leur a demandé de vérifier tous les équipements de sécurité en cas d'incendie. Aujourd'hui, ils vont contrôler que ces équipements sont bien installés. Ils ont établi une liste de 12 aménagements qui doivent être rigoureusement conformes à leurs demandes. Ça m'a l'air encore en travaux, l'affaire. Bonjour, messieurs. Bureau de prévention, on va procéder à la visite. En matière de sécurité, les pompiers sont pointilleux. Et dès l'entrée, c'est l'échec. Là, donc c'est le plan définitif. Ce plan, il faudra le modifier. Je vais regarder là-bas. Après, la 8e, c'est le... On a simplement arraché tous les bâtiments pour repartir sur les portes. Là, je suis en train de vérifier les caractéristiques du pare-flamme ou du coupe-feu. Hein. Là, ça semble être bon. L'incendie qui a détruit l'immeuble a été meurtrier. La mairie de Saint-Ouen ne veut donc prendre aucun risque pour l'avenir. Allez, c'est parti. Les pompiers vont maintenant vérifier en haut de l'immeuble un point essentiel, que la fenêtre d'évacuation des fumées en cas d'incendie fonctionne bien. Bon, pareil pour l'ouverture, l'essai. Action! Voilà. La commande a été sollicitée, mais la mise en œuvre n'est pas efficace. Alors, soit c'est la peinture que l'on retrouve haute, mais là, ça pose un problème. Thierry avait raison de s'inquiéter. C'est comme quand on va chez le dentiste, on est content quand c'est passé. D'autant plus que les pompiers vont relever une troisième erreur. Vous voyez ici l'exemple typique de ce qu'il ne faut pas faire. Ce détecteur n'a pas sa place dans une cage d'escalier. C'est interdit. Ce détecteur, il est fait pour aller dans un appartement, mais en aucun cas, vous ne devez le retrouver là. Les gens, s'il y a ce type de matériel installé qui va diffuser une alarme sonore à 3 h du matin en plein sommeil, les gens vont commencer à évacuer, ils vont être pris par les gaz chauds et vous retrouvez des victimes à tous les niveaux. Et des ouvrants. 3 problèmes, mais 9 points validés. Les pompiers vont maintenant faire le bilan de la visite. Le verdict sera-t-il positif?
Bon, s'agissant du verdict, pour la partie des sapeurs-pompiers, nous, ce sera un avis favorable, sous réserve, de lever les petites remarques. Nous allons préconiser des solutions. C'est le maire qui donnera l'autorisation finale. C'est toujours un délai supplémentaire. On doit attendre l'émission des conseils de la part des pompiers, que ça arrive à la mairie, que la mairie digère ce document, même s'il y a quelques réserves. Oui, globalement, c'est une bonne nouvelle. Je vous remercie. Un mois plus tard, la mairie rendra un avis favorable. Le patrimoine de Thierry sera sauvé. Veillez à remplir les mesures qui restent à lever. Oui, oui. Pour que la mairie puisse produire un avis favorable à l'occupation. Voilà. Je veillerai. Merci, monsieur. Voilà. Monsieur, à bientôt. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. À Toulouse, malgré les apparences, c'est la panique au restaurant. C'est le jour de l'ouverture et les préparatifs ne sont toujours pas terminés. Yannick et Sandrine sont exténués. Ils sont un peu fatigués là tous les deux. Non, mais lui, il est un peu tendu, mais... Un peu tendu, il y a de quoi. Certains artisans sont toujours là. C'est les peintures qui sèchent assez vite. Oui, là, tout le monde stresse un peu dans les dernières minutes. C'est pour aller plus vite, parce que je suis pressé. Eux, non, mais moi, oui. En cuisine, Yannick est à nouveau le chef. Il maîtrise la situation. En revanche, pour les finitions du restaurant, il a jeté l'éponge. On attend que tous les détails soient complètement terminés. Je crois qu'on en a pour 15 jours de plus. Donc là, on sait qu'on a plein de petites choses à faire. On va le faire pendant les périodes de coupure, de fermeture. On va s'arranger comme ça. L'heure tourne et la salle n'est toujours pas prête. En haut, il reste quand même du ménage pour que les clients ne voient pas qu'on était encore en chantier jusqu'à ce matin. À partir de midi, ils sont susceptibles d'arriver à tout moment. Et là, il est quelle heure? Je sais pas vraiment. Et là, il est 11h, 11h10. Il nous reste 1 heure. À midi pile, les premiers clients arrivent. Messieurs, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour. Ils n'imaginent pas qu'il y a 1 heure encore, le restaurant incendié était toujours en chantier. Mais le pari est gagné. Ils reprennent leurs habitudes sans s'en apercevoir. Pour eux aussi, les 9 mois de fermeture ont été longs. C'est un restaurant qu'on connaît et en fait on y est venu la dernière fois quelques jours avant l'incendie. Et donc on attendait avec impatience qu'il réouvre. On leur avait même envoyé un petit mail d'encouragement pendant les travaux parce qu'on se doute que ça a été une période assez difficile pour eux. Bonjour. Bonjour. Je suis heureux de recevoir, moi. Ça fait longtemps que j'attendais ça. Ouais, Et là, c'est pas encore fini. Voilà. Ça se voit pas. Ça se voit pas trop. Faut pas regarder dans les coins. Faut pas regarder dans les coins. Car dans les coins, les travaux continuent, même pendant le service. Ouais, on y va. 2 crevettes à Dégus. Ça marche? Ça marche. Ouais, on y va, les foie gras joie. Ça y est, on y est. On peut plus reculer. On a attendu longtemps, mais ça y est. On est dans le jus quand même, mais ça fait partie du métier. Moi, j'aurais pensé que ça aurait été pire que ça, quoi. Mais là, vraiment surpris. Francky? Ils sont pas organisés, en fait. Voilà. Il manque d'organisation. Ils n'ont plus l'habitude. Bon, ça va. Pas toujours. Stressé, il y a un peu de tout. Non, on n'a pas trop d'émotion parce qu'on n'a pas le temps. Après le service, quand on va se relâcher. Ouais, ça marche. 2 cartes, 2 foie gras poêlés, sur 2 merlus. Ouais. Et il faut que ça marche, car pour Yannick, l'addition est salée. Il a dû emprunter 400 000 € pour faire renaître son restaurant. Ça m'a coûté plus cher que prévu, bien évidemment. Et c'est quelque chose qui vous tracasse beaucoup? Ben, ça me tracasse, oui, comme tout chef d'entreprise. À partir du moment où on fait des emprunts, il faut les rembourser. Donc il va falloir travailler beaucoup plus, quoi. Vous avez peur pour vos écoles ou... Non, parce que j'ai un an pour prouver qu'on n'a pas baissé et qu'on est toujours sur la même dynamique, en cuisine, en salle. Chaud. Pour madame, vous découvrez ici le millefeuille caramélisé, garni d'une crème aux fruits de la passion et accompagné d'un sorbet à la mangue fraîche.
À Saint-Ouen, après 1 an et demi de travaux, l'immeuble est presque entièrement réhabilité. Thierry suit toujours les finitions des travaux. Il découvre ses appartements rénovés. Le plancher est splendide. Dans 1 mois, il pourra les relouer. Il a déjà trouvé des locataires. Emilia subira encore 2 opérations pour soigner son bras. Soutenue par ses enfants. À Fontenay-sous-Bois, Myriam et Mehdi attendent toujours chez leur propriétaire de pouvoir réintégrer leur petit appartement. Jean-Pierre a complètement retrouvé l'usage de ses mains. Il a quitté la région parisienne et s'est installé dans le sud de la France. À Toulouse, Yannick a non seulement conservé ses 2 étoiles, mais en plus il vient d'être nominé pour devenir le meilleur cuisinier de l'année 2013 par le guide Goemio.